Alors, on a été interrompu. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Un petit oui. Un seul. Ok, très bien. On continue. Très bien. Donc, lorsque quelqu'un il est constipé, souvent, c'est des personnes très irritables, toujours de mauvaise humeur. D'ailleurs, on dit quelqu'un il est constipé, c'est-à-dire pour parler de son caractère. Donc, toujours irritable, il ne rit pas, il ne sourit pas. D'accord? Donc, ça peut entraîner aussi des ballonnements abdominaux, des douleurs abdominales, une bouche qui est pâteuse, sèche. D'accord? Des maux de tête, des céphalées, fatigue, irritabilité, mauvaise humeur. Donc, tout ça, c'est des ça accompagne donc la constipation. Maintenant, les conséquences, purement conséquences, la constipation en elle-même, elle peut entraîner une aggravation d'une maladie hémorroïdaire. À force de pousser, ça peut déclencher une procidence et même un saignement hémorroïdaire. Ça peut aussi, les matières fécales, lorsqu'elles sont sèches et dures, elles peuvent blesser la marge anale et entraîner une fissure. D'accord? Aussi, ça peut entraîner un prolapsus rectal. Regardez, à force de pousser, c'est la muqueuse rectale qui va sortir. Regardez ici, comment. Et comment on la suspecte? Regardez, ce boudin-là. C'est souvent, on la voit surtout chez les femmes. Et souvent, c'est des femmes qui ont en même temps un prolapsus vaginal et un prolapsus rectal. Regardez, ça, c'est de la muqueuse rectale. Et à différencier du prolapsus hémorroïdaire. Regardez les hémorroïdes, c'est pas la même chose. D'accord? Quand on voit ça, là, regardez, ça, c'est un prolapsus rectal, c'est rare. Et là, prolapsus hémorroïdaire, regardez, c'est comme la grappe de raisin. Je te la lève. D'accord? Là, c'est un prolapsus hémorroïdaire. Très bien. Alors, aussi comme conséquence, nous avons la maladie des laxatifs, les laxatifs. Alors, souvent, les malades qui ont une constipation chronique, ils prennent beaucoup de laxatifs pour accélérer le transit. Et parmi les laxatifs, vous vous rappelez les laxatifs, on a les laxatifs osmotiques, les laxatifs de l'Est, on va les reprendre. Il y a les laxatifs, je vois des questions. Prolapsus, pardon, on va faire après. Après, je vais vous répondre. Quand on va faire, il nous reste le dernier cours, c'est pathologie proctologique, on va parler des hémorroïdes. D'accord? Très bien. Alors, vous vous rappelez les laxatifs, on avait parlé des laxatifs les laxatifs stimulants. Alors, les laxatifs stimulants, ils stimulent la motricité. Alors, ces médicaments, au long cours, ils sont dangereux. Ils vont entraîner une maladie, ce qu'on appelle la maladie des laxatifs. Regardez, ça va donner, attendez, j'ai une autre image, des dépôts noirâtres. Et ça va donner des troubles ioniques, hypokaliémie. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque le malade arrête les laxatifs stimulants, là, dans ce cas-là, cette maladie va régresser, va disparaître. Aussi, l'accumulation des matières fécales, lorsqu'il y a une accumulation, ça va entraîner comme une masse dure, mais c'est des matières fécales. On appelle ça un fécalum, matière qui s'accumule dans le sigmoïde, un obstacle très dur. D'accord? C'est le fécalum. Et à la suite de ces fécalums, le fécalum va entraîner un appel d'eau. Et ça peut donner une diarrhée, mais c'est une fausse diarrhée. C'est la fausse diarrhée, ce qu'on appelle la fausse diarrhée du constipé. D'accord? Donc, le risque, c'est le fécalum et la fausse diarrhée du constipé. Et maintenant, dernière complication la plus grave, à force de pousser, il va y avoir un effondrement du périnée. Et ça va donner une incontinence anale. Il n'y a plus de sphincter. Les sphincters ne sont plus fonctionnels. Donc, c'est une incontinence anale. Donc là, dans ce cas-là, les malades, les vieux, sont obligés de vivre avec une couche. D'accord? Une incontinence anale. Très bien. Maintenant, notre enquête étiologique. L'enquête étiologique, alors, l'enquête. L'enquête, je vous ai mis cette image, c'est une enquête policière. C'est comme un policier. Alors, très important, d'abord les caractères. Est-ce que c'est une constipation chronique ou aiguë? Depuis combien? 1 mois, 2 mois, 1 année, 20 ans? Est-ce que les signes de dyskinésie, je vous ai dit les signes, c'est-à-dire une évacuation incomplète, fractionnée? Est-ce qu'il y a des manœuvres digitales? D'accord, très important. Les habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'il mange? Quelqu'un qui ne mange que, c'est-à-dire des fois, si le niveau socio-économique il est bas, il ne mange que des pâtes.
Ça peut s'expliquer. Il ne mange pas beaucoup de fruits et de légumes. Il ne boit pas beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant? Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant? Est-ce que c'est peut-être un voyage, une maladie? Est-ce qu'il y a des prises de médicaments? D'accord? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Des antécédents familiaux dans la famille? Donc, ou alors obstétricaux. Obstétricaux, alors le obstétricaux, je vais m'arrêter ici. Obstétricaux, surtout chez les femmes qui ont eu plusieurs grossesses et avec des accouchements par voie basse, c'est-à-dire des accouchements, des difficultés, de la dystocie, des accouchements difficiles. C'est-à-dire, imaginez une femme qui a accouché 10 fois, avec 10 fois l'effort de pousser, donc les périnnées qui va descendre. Donc, ça peut entraîner le rectocèle. OK? Donc, aussi, la chirurgie sur le pelvis. Toute chirurgie peut entraîner ça. D'accord? Est-ce qu'il y a des signes extradigestifs, soit neurologiques ou endocriniens, qui peut nous orienter vers une constipation secondaire? Est-ce qu'il y a des signes urinaires, gynécologiques? Si une femme elle a un prolapsus vaginal et un prolapsus rectal, donc ça entre presque des fois dans la même pathologie. OK? Et bien sûr, le retentissement sur la qualité de vie. L'examen physique, bien sûr, l'examen physique, c'est l'examen surtout proctologique très important. Alors, la marge anale, on va voir est-ce qu'il y a fissure. Si c'est fissure, ça peut être une cause et ça peut être une conséquence. Les hémorroïdes, le toucher. Alors, le toucher, très important. Et là, je vous montre, toucher ano-rectal. Regardez, d'abord, toujours on introduit la pulpe du doigt, anal. Anal, c'est pour apprécier la tonicité du sphincter. Puis, on introduit tout le doigt, le reste, donc pour voir le bas rectum. Est-ce qu'il y a une tumeur ou non? D'accord? C'est très important. Et déjà, des fois, par le toucher rectal, on peut s'orienter vers une constipation de type terminal ou transit. Comment? Si on fait le toucher rectal et on trouve que le malade il se plaint de constipation, et lorsqu'on fait le toucher, on trouve que le rectum il est plein de matière fécale. Ça veut dire que c'est une constipation terminale. Par contre, si on fait le toucher rectal et on trouve le rectum vide, là, on s'oriente plutôt vers une constipation de transit. Maintenant, quelles sont les explorations qu'on va proposer aux malades? Alors, là, je vous énumère toutes les explorations qu'on peut faire. Un bilan biologique, la coloscopie, il y a le temps du transit, il y a la manométrie, la défécographie et l'IRM dynamique. Ça, ce sont tous les examens complémentaires qu'on peut faire. Maintenant, on va voir les indications. Alors, biologiquement, il n'y a pas d'indication en première intention. Si un malade vient vous consulter pour la première fois, on fait l'interrogatoire. Si on est rassuré, ce n'est pas la peine. Maintenant, quand est-ce qu'on va demander un bilan biologique? Alors, si on suspecte, bien sûr, une pathologie organique. Si vous suspectez une hypothyroïdie ou un problème neurologique, là, on va faire. D'accord? Si un malade, on vous lui donner un traitement adapté, il n'y a aucune réponse. Là, vous suspectez une pathologie organique. Donc, et le premier bilan qu'on va faire, FNS, la glycémie, la TSH, c'est-à-dire le problème thyroïdien, et voir s'il n'y a pas une hypercalcémie. Donc ça, c'est le bilan qu'on peut faire. Maintenant, la coloscopie. Est-ce qu'on va demander à tous les malades, tout malade qui a une constipation, on va lui demander une coloscopie? Non. Non, elle n'est pas nécessaire chez tous les patients qui consultent pour une constipation chronique. Sauf, et là je mets, regardez, une bannière rouge, drapeau rouge. Rouge, ça veut dire là, vous devez demander une coloscopie. Quand? Si la constipation, elle est récente, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « j'ai toujours été, surtout âgé, à partir de 40 ans, il vous dit « j'ai toujours eu un bon transit et là, depuis 2 mois, je suis constipé ». C'est bon. Il faut demander une coloscopie. L'âge, à partir de 45 ans, 50 ans, vous pouvez descendre à 45. S'il y a antécédent familial de cancer, s'il y a du sang dans les selles, si le malade vous dit « je fais des rectorragies », et s'il y a une altération de l'état général, là, il faut demander d'emblée directement une coloscopie. Vous avez vu l'âge. À partir de 45 ans, 50 ans, il faut la colo. Constipation récente. Si maintenant vous dites que j'ai une constipation, quelqu'un il vient vous voir, j'ai une constipation depuis 20 ans. Il a 35 ans. Il vous dit depuis l'âge, non, pas 20 ans. Par exemple, il a 35 ans, il vous dit depuis 10 ans, je suis toujours constipé. Vous êtes rassuré. Mais s'il vous dit que j'ai toujours eu un bon transit, mais depuis 2-3 mois, je suis constipé. Là, il y a un problème. OK? Donc, constipation récente, âge 45-50 ans, antécédent familial de cancer, même si c'est une constipation chronique, mais il y a des antécédents de cancer dans la famille,
il faut éliminer parce que là, on recherche les adénomes, les polyadénomes. Peut-être polyadénome, on va lui enlever pour lui éviter un cancer. Si maintenant il saigne, tout saignement, il faut une coloscopie. Et altération de l'état général. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Alors, le matin, indication à partir de la quarantaine, c'est 40 ans, 45 ans. Bon, fais-moi un chiffre. 40 ans, 50 ans, 45 ans. OK? Le matin, j'ai parlé 45 ans. Normalement, c'est 45 ans. La quarantaine, à partir de la quarantaine, on dit. Mettez comme chiffre, si vous voulez un chiffre, 40, 45 ans. Ni 40, ni 50, au milieu, 45 ans. OK? Très bien. Alors, maintenant, quel autre? Alors, nous avons notre examen, c'est le ton du transit colique. Ça, c'est un examen qu'on peut demander. Alors, c'est quoi cet examen? On va donner des pastilles radio-opaques. Regarde, voyez les petits points blancs. C'est les pastilles. On va donner des pastilles. On va donner 20 pastilles le premier jour, deuxième jour, pendant 3 jours. 20 pastilles. Il va les avaler le premier jour, deuxième, troisième jour. Et on va prendre des ASP, l'abdomen sans préparation. On va le prendre le 4e, le 7e jour et le 10e jour. OK? Très bien. Et regardez. Alors, nous avons 2 ASP. Regardez le premier et le deuxième. On va commencer par celui-là. Où est-ce qu'elles sont les pastilles? Vous voyez qu'elles sont localisées surtout au niveau du pelvis. C'est-à-dire, où est-ce qu'elles sont? Au niveau du tube digestif. Elles sont au niveau du rectum. Là, on est orienté vers une constipation distale. Par contre, regardez ici. Les pastilles, est-ce qu'on les trouve au niveau du rectum? Non. Par contre, elles sont tout le long, elles dessinent le tube digestif, le cadre colique. Donc là, on est orienté vers une constipation de transit. Donc le temps du transit, c'est simplement, il nous permet de nous orienter. Est-ce que ça fait constipation distale ou terminale ou une constipation de transit? Voici l'intérêt du temps du transit. Donc le temps du transit permet de distinguer entre constipation terminale et constipation distale. Sinon, nous avons la manométrie. Un excellent examen. La manométrie, donc, la manométrie, elle est indiquée dans la dysphésie, c'est-à-dire la constipation terminale. On est d'accord? C'est une question d'examen. La manométrie anorectale. Donc, au cours de la constipation, la manométrie anorectale, on la demande au cours de la dysphésie, c'est-à-dire constipation terminale. On ne la demande pas au cours de la constipation de transit. D'accord? Alors, comment on fait? On va mettre un ballonnet, ce cathéter, un ballonnet qui va mesurer la pression. D'accord? Regardez. Alors, on met le ballonnet il mesure la pression. Il mesure la pression au niveau du rectum, il mesure la pression au niveau du sphincter interne et la pression au niveau du sphincter externe. Vous avez compris? Donc, on met un ballonnet au niveau intrarectal, il va nous mesurer la pression du rectum, du sphincter interne et du sphincter externe. Très bien. Il va nous donner un graphe des pressions. Alors, regardez ici, ça, c'est le graphe d'un sujet normal. Alors, regardez. Quelqu'un, il a son rectum qui est rempli de matière fécale. Donc, la pression, elle augmente au niveau du rectum. Et lorsque la pression, elle augmente, le malade, il va aller aux toilettes. Il va évacuer. Et lorsqu'il évacue, les sphincters s'ouvrent. Regardez la pression ici. Ça, c'est le sphincter interne. Et ça, c'est le sphincter externe. Donc, la pression, elle va diminuer. Comme ça, les sphincters sont ouverts. Et le malade, c'est-à-dire un sujet normal, il va faire normalement sa défécation. Alors, maintenant, regardez. Ça, c'est le graphe d'un malade qui est atteint de dyskinésie anorectale. Le rectum, il est plein de matière fécale. Et le malade, il a envie d'aller aux toilettes. Il va pousser. Et lorsqu'il pousse, regardez ce qui se passe. La pression au niveau du sphincter interne et externe, elle augmente. Donc, fermez le sphincter, au lieu de s'ouvrir, ils vont se refermer. Ils restent fermés. Donc là, si nous avons ce graphe, nous avons la preuve que le malade, il souffre d'une dyskinésie anorectale. Est-ce que c'est acquis? Est-ce que vous avez compris? Un petit oui. C'est bon? Très bien.
Donc, si au cours de l'examen, je vous donne les deux graphes, vous saurez distinguer entre un patient qui est atteint de dyskinésie et un patient répété. Qui voulait être question d'examen, je répète. OK. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris alors? Alors, nous avons la manométrie. Alors, la manométrie. La manométrie, c'est mesurer la pression. La manométrie anorectale. Donc, on va mesurer la pression au niveau de l'anus et au niveau du rectum. On met ce cathéter avec, regardez, il va mesurer la pression. Alors, il va nous donner un graphe sur la pression au niveau de ces organes. Alors, ça, c'est le graphe d'un sujet normal. Regardez, ça, c'est au niveau du rectum. La pression au niveau du rectum, elle augmente. Ça veut dire qu'il est plein de matière fécale. Il déclenche l'envie d'exonération, de défécation. Le malade, il va faire la poussée. Il va pousser pour ouvrir ses sphincters. Un sujet normal, lorsque le malade pousse, les sphincters s'ouvrent. Le sphincter interne et le sphincter externe. À la poussée. D'accord? Le malade, il est en train de pousser. Les sphincters s'ouvrent. Ça, c'est un sujet normal. Par contre, ici, le rectum, il est plat. La pression, elle est maximale. Elle déclenche l'envie d'aller aux toilettes. Le malade, il pousse. Mais lorsqu'il pousse, la pression au niveau des sphincters, au lieu de descendre, elle va augmenter ou elle reste augmentée. Les sphincters ne s'ouvrent pas. C'est ce qu'on appelle la dyskinésie ou l'asynchronisme abdominopelvien. Ça, c'est la constipation terminale. Est-ce que c'est mieux? Très bien, tant mieux. Alors, on continue. Maintenant, on a vu. Maintenant, il nous reste d'autres examens. Ils sont assez rares à utiliser, particuliers. Nous avons la défécographie. Défécographie ou l'IRM dynamique. C'est quoi la défécographie? C'est-à-dire, on va donner au malade, on va lui injecter au niveau du rectum le produit d'abarite. Et on va lui demander de faire la défécation et le radiologue va prendre des images. Ou alors l'IRM dynamique, c'est-à-dire l'IRM, il va prendre l'IRM pendant que le malade fait la manœuvre de défécation. D'accord? Ça va faire une exploration. Donc, c'est surtout lorsqu'on suspecte des troubles de la statique pelvienne. Donc, c'est des examens assez poussés. On ne les demande pas le premier, c'est-à-dire première intention. Lorsqu'on suspecte, c'est surtout lorsqu'on suspecte un rectocèle. Un rectocèle, regardez, voici une défécographie. On a injecté le produit de contraste par l'anus dans le rectum. Et on a ça c'est chez une femme. Et on lui a demandé de faire la défécation, éliminer ce produit de contraste. Vous voyez ici, vous arrivez à voir la flèche. Ici, il y a cette petite-là, une poche qui se ferme, ça veut dire que cette malade, elle a un rectocèle. D'accord? Un rectocèle. Ça va jusque-là? C'est un problème, c'est un dysfonctionnement au niveau du pelvis, anorectal. C'est la même chose, statique pelvienne. Statique pelvienne, enlevez-la. Si ça vous pose un problème, enlevez-la. D'accord? Retenez dyskinésie anorectale et c'est tout. C'est bon. Maintenant, on va voir le traitement. Alors, le traitement, bien sûr, les objectifs de traitement, bien sûr, soulager les symptômes de constipation, améliorer la qualité de vie et prévenir les complications. Alors, bien sûr, alors, chez certains malades qui ont une constipation chronique, des fois, il faut qu'ils acceptent et combattre l'automédication. Parce que c'est ça le problème, ils vont aller prendre des laxatifs de leur propre initiative et ils vont tomber dans les effets secondaires. Alors, première ligne, toujours les mesures hygiéno-diététiques, les conseils défécatoires et la bonne position au niveau des toilettes. On va voir. Alors, les mesures hygiéno-diététiques, bien sûr, il faut augmenter, il faut le premier presque, je vais prescrire de l'eau sur une ordonnance. Parce que nous, on a tendance à ne boire que lorsqu'on a soif. Il faut surtout chez ces malades-là leur demander de prendre un verre d'eau chaque 2 heures. Comme des médicaments, chaque 2 heures, un verre d'eau. Que ce soit des jus ou même de l'eau simple, d'accord? On peut prendre des tisanes, on peut prendre du thé, d'accord? Tout ça, l'essentiel, prendre beaucoup de liquide. Je préfère prendre de l'eau simple que de prendre du soda, d'accord? Parce que le soda, ça va entraîner en plus des ballonnements. Très bien. Manger une alimentation riche en fibres végétales. Donc, alors ce que je préconise, moi, pour mes malades,
vous connaissez le sang, le SON, le sang de blé ou de l'avoine. Nokhala, vous connaissez Nokhala. Nokhala, c'est le qchour تاع القمح ولا تاع الشعير. Ça souvent. Donc, alors, le malade, je vois les en بالعربية بالدارجة. C'est le qchour تاع القمح وتاع النخالة. On peut les demander au malade يرحيوهم la machine, c'est-à-dire un petit robot. D'accord, ça va devenir comme de la farine. Et je demande au malade de mettre une cuillère dans un yaourt ou dans un verre d'eau ou la mieux dans un yaourt. Une cuillère le matin, une cuillère le soir, ça va enrichir en fibres végétales. C'est-à-dire même s'il ne mange pas beaucoup de fruits et de légumes pendant la journée, le sang, le khala, va apporter beaucoup de fibres dans l'alimentation. Ok? Et déjà nos grands-parents, ils connaissaient ça, cette astuce. Beaucoup de sujets âgés prennent le khala, ils enrichissent. C'est-à-dire comme un complément alimentaire. D'accord? Très bien. Faire une bonne activité musculaire abdominale, surtout les abdominaux. Vous connaissez la sangle abdominale, les abdominaux. Les abdominaux, si la paroi abdominale, elle est lâche, flasque, elle n'aide pas le côlon à travailler. Parce que, par contre, si le malade fait des abdominaux, c'est-à-dire il tonifie sa sangle abdominale, les muscles abdominaux toniques, ils vont beaucoup aider le côlon à travailler. Bien sûr, éviter la sédentarité. Alors maintenant, la rééducation, le réflexe défécation. Il faut apprendre le malade comment faire ses besoins. Ça s'apprend, oui, ça s'apprend. Alors, parmi les conseils qu'on va donner au malade, d'abord, le respect immédiat de toute envie spontanée d'aller à la selle. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de son corps. Si vous êtes en train de regarder un film ou regarder Internet et vous sentez l'envie d'aller faire une défécation, d'aller aux toilettes, d'évacuer votre rectum, il faut écouter votre corps. Parce qu'il y a certaines personnes, ils disent après. À force de cette stimulation, on n'écoute pas, il va y avoir une hypostimulation rectale. Vous avez vu, parmi les causes de la constipation, vous vous rappelez les constipations terminales, une hypostimulation rectale. C'est lorsqu'on n'écoute pas notre corps. Lorsque notre corps nous dit, il faut aller aux toilettes, si vous n'êtes pas dehors, si vous êtes à la maison, écoutez votre corps et allez aux toilettes. Parce qu'à force, maintenant vous êtes jeune, mais si au bout de 10 ans, 20 ans, eh ben, il y aura une hypostimulation et vous allez tomber dans la constipation terminale. Ok, très bien. Aussi un autre conseil, se lever suffisamment tôt, manger avant de faire sa toilette. Boire dès le réveil un grand verre d'eau glacée ou tiède. Hein. Il y en a qui disent l'essentiel, un grand verre d'eau. Pourquoi? Vous vous rappelez le réflexe gastrocolique? Je vous ai dit, dès que les aliments arrivent au niveau de l'estomac, déjà le côlon commence à travailler. Eh bien, c'est ça. Le matin, dès qu'on se lève, pas vous, c'est-à-dire demandez au malade, dès qu'il se lève, qu'il prenne un grand verre d'eau. Et le mieux, c'est glacé. Ça va stimuler, ça va déclencher le réflexe gastrocolique. Et ça va déclencher le transit. OK? Aussi, pour les malades qui souffrent de constipation, chaque fois après le repas, parce qu'après le repas, c'est le réflexe gastrocolique, dès qu'il mange, il n'a qu'à aller aux toilettes. Il va 30 minutes, je vous ai mis cette image, il prend un journal. Pendant 30 minutes, garde. Il reste assis. Le fait d'être assis, en postprandial, ça peut déclencher l'exonération. OK? Aussi, les toilettes, lorsqu'il est dans des toilettes, il faut qu'il y ait un respect de l'intimité auditive et olfactive. Ça ne sent pas bon, les toilettes. Aussi, il y a des bruits. Donc, si quelqu'un, par exemple, arrive dans une cité universitaire, des toilettes communes, il ne sera pas aussi à l'aise que quelqu'un qui est chez lui avec la porte fermée des toilettes. Donc, tous ces petits éléments peuvent jouer sur la défécation. D'accord? Aussi maintenant, la bonne position sur les toilettes. Alors, vous connaissez, qu'est-ce que nous avons comme toilettes? Nous avons les toilettes turques, Bekri, nos grands-parents, et nous avons ce qu'on appelle la chaise anglaise. OK? Très bien. Alors, regardez, les bonnes toilettes, ce n'est pas la chaise anglaise qu'on utilise nous, mais c'est plutôt les toilettes turques. La bonne position, c'est les toilettes turques. Pourquoi? C'est physiologique. Regardez, quelqu'un, alors là, vous voyez la différence. Quelqu'un ici qui est assis, sitting, et là qui est accroupi, la toilette turque. Regardez, lorsque quelqu'un il est assis, un patient, c'est-à-dire le sujet, il est assis, il y a un angle anorectal. Il y a ce qu'on appelle le muscle puborectal. Il est contracté.
il va fermer cet angle. Par contre, le malade, lorsqu'il est accroupi, des toilettes turques, regardez, voyez en bleu, en rouge, le muscle, il est relâché. Et lorsqu'il est relâché, il n'y a plus cette angulation, c'est-à-dire c'est rectiligne. Vous voyez l'image, regardez. Vous voyez ici, quelqu'un qui est assis, regardez l'angle entre le rectum et le canal anal. Par contre, quelqu'un qui est accroupi, presque rectiligne. C'est pour cela, la meilleure position, c'est la position accroupie, les toilettes turques. Et ce n'est pas la position la chaise anglaise. Le problème, c'est les plus relaxants, c'est-à-dire plus commodes, c'est d'avoir les toilettes modernes. Donc, on ne va pas demander à faire des toilettes turques. C'est pour cela, ailleurs, en Occident, qu'est-ce qu'ils ont? Ils préconisent de mettre simplement un banc. Vous mettez un tabouret. Et comme ça, on va un petit peu s'approcher des toilettes turques. Placer un banc sous les pieds, ça va rehausser les genoux et à la position penchée un petit peu en avant et on a une position qui ressemble aux toilettes turques. Maintenant, en Occident, dans toutes les maisons, dans tous les foyers, ils ont dans leurs toilettes un petit tabouret. Donc, on peut demander à nos sujets âgés qui souffrent de constipation de mettre un petit tabouret. Et comme ça, on va se rapprocher de la position accroupie. Et ça va faciliter la défécation. OK? Jusque-là, ça va? Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut diagnostiquer un rectocèle par un examen clinique? Non, non. On le suspecte. Non, ça va. Alors, non, le diagnostic, c'est la défécographie. On le suspecte par l'interrogatoire. Lorsque la malade vous dit « je dois introduire mon doigt dans le vagin pour évacuer », là, c'est suspect. Pas suspect, c'est-à-dire évocateur. OK, mais le diagnostic, il faut avoir une image. Donc là, pour opérer le malade, parce que ça s'opère, et pour les opérer, les chirurgiens, ils demandent une radio. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas sur la clinique qu'on va comment dirais-je, c'est sur la clinique seule qu'on va poser notre diagnostic. D'accord? On le suspecte. Mais pour le prouver, il faut la défécographie ou l'IRM dynamique. OK? Très bien. Bon, le traitement, c'est très rapide. On a déjà vu les médicaments dans la colopathie fonctionnelle. C'est très rapide. Alors, les médicaments, c'est les laxatifs, vous les connaissez. Les laxatifs de l'Est, osmotiques, lubrifiants, les stimulants et par voie rectale, on les a déjà vus. On va pas, c'est très rapide. Donc, de l'Est, c'est-à-dire les fibres, le sang, d'accord? Il y a des médicaments à base de lectine, de cellulose qui sont vendus, pas chez nous. Nous, chez nos malades, c'est tout, on leur demande. D'accord? Très bien. Bon, le mécanisme, pourquoi? Parce qu'ils vont entraîner un appel d'eau. Il faut les prendre avec de l'eau et ça va augmenter, le bol fécal va être augmenté. Lorsque le bol fécal augmente, il stimule donc le péristaltisme. OK? Tout cela, on l'a déjà vu. Très bien. Osmotique, donc ils vont, soit c'est du sucre, soit du sel, qui vont entraîner un appel d'eau. Nous avons le sel, c'est le lactulose, et le sucre, c'est le forlax. Le problème, c'est que parmi les effets secondaires, pour le sucre, il fermente. Donc, il peut donner comme effet secondaire de l'ébalonnement. Par contre, meilleur, moi je préfère à base de sel. D'accord? Il n'y a pas de fermentation, donc moins d'effets secondaires. OK? Nous avons aussi les lubrifiants, l'huile de paraffine. D'accord? L'huile de paraffine, chez nous, nos sujets âgés, ils préfèrent l'huile zitouna. Ça fait le même effet. OK? Très bien. Donc, il ne faut pas prendre beaucoup de l'huile de paraffine. L'huile de paraffine, c'est à base de pétrole, hein, vous savez. C'est une huile inerte, acalorique, non absorbable. Donc, si les malades continuent de la prendre, ça peut entraîner des effets secondaires, surtout une incontinence anale, sointement. Donc, de cela, on l'a déjà vu. Nous avons les laxatifs par voie rectale, d'accord, soit des suppos, soit des mini-lavements, d'accord. Et là, c'est indiqué dans quel cas, dans quel type de constipation? Terminale ou de transit? Alors, c'est indiqué terminal. Exactement, terminal, c'est pour stimuler le réflexe d'exonération. Et c'est ce que faisaient nos grands-mères, si vous le savez.
Non, les grands-mères, lorsqu'un bébé il a une constipation, ils lui mettent un bout de savon, tarf saboun, au niveau de l'anus. Savon, il ne fait rien, mais le fait de l'introduire va stimuler le réflexe de défécation. C'est le même principe, les laxatifs par voie rectale. D'accord? Très bien. Alors, ça, on a vu. Il nous reste les laxatifs stimulants. D'accord? Ils sont très efficaces, mais ils ont beaucoup d'effets secondaires. Efficaces parce qu'ils non seulement ils stimulent la motricité, mais ils stimulent aussi la sécrétion hydroélectrolytique. Ils sont efficaces, mais c'est pour la constipation. Ils sont très rapides aussi, 12 à 24 heures, mais il ne faut pas les utiliser parce qu'il y a surtout la colopathie des laxatifs. Ils sont surtout pour les constipations occasionnelles. Ils ne sont pas indiqués dans la constipation chronique. Et souvent, dans l'automédication, les malades qui ont une constipation chronique, c'est ces médicaments-là qu'ils utilisent. Et des fois, ils cachent. Ils cachent. Et lorsqu'on fait l'endoscopie, on va trouver les taches de mélanine. OK? Très bien. Maintenant, nous avons, après les médicaments, il existe une technique très efficace qu'on appelle la rééducation par biofeedback. Écoutez-moi bien. Une rééducation, alors ça, c'est indiqué dans la dyskinésie anorectale, dans la constipation terminale. Regardez. Alors ça, c'est une spécialité. Ce n'est pas tous les gastro-entérologues qui la font. Donc, c'est une micro-spécialité. Certains gastro font ils connaissent cette technique. C'est une technique de conditionnement. Alors, regardez. Ça permet de prendre conscience de la fonction d'exonération. Ça va permettre au malade de bien pousser. Alors, regardez. C'est un malade, il est face à un manomètre. Vous vous rappelez la manométrie, la pression. Il va mesurer les pressions. Il va regarder, d'accord? Il va faire des exercices de défécation. Donc, comme s'il fait la défécation, il va voir quand est-ce que les sphincters vont s'ouvrir. Regardez, exercice de relâchement volontaire des muscles du plancher pelvien au cours d'efforts d'exonération que le malade peut visualiser afin d'apprendre et à corriger le dysfonctionnement. Il va apprendre à bien pousser pour que les sphincters s'ouvrent. Donc, le nombre de séances, c'est entre 3 et 10 séances sont nécessaires. Regardez. Et le succès, ça dépend. Regardez le succès. De 18 à 90% des cas. Ça veut dire, ça peut marcher ou ça peut échouer. Donc, et le succès, ça dépend bien sûr de la motivation du malade et sur l'expérience du thérapeute. Mais sinon, pour la constipation terminale, les malades qui ont dyskinésie anorectale, sans rectocèle, hein, je ne parle pas du rectocèle, c'est fonctionnel. Ça, la rééducation par biofeedback, elle donne d'excellents résultats. D'accord? Vous avez compris cette technique? Oui, oui, oui. Donc, le malade, il regarde sur un écran de manométrie, il va voir des pressions. Donc, il va voir quand est-ce que la pression au niveau du sphincter va s'abaisser. Il va apprendre à pousser. Il va corriger son dysfonctionnement. Excellente technique, elle peut marcher comme elle peut échouer. D'accord? Et plusieurs séances peuvent être nécessaires. Ici, à Naba, personne ne l'a fait ici. Il n'y a personne parce qu'on n'a pas le matériel. OK. Alors, maintenant, sinon, le traitement chirurgical. Le recours à la chirurgie, c'est rare. Les résultats, lorsque les malades sont bien sélectionnés, c'est-à-dire lorsqu'il y a un rectocèle, d'accord, on l'opère, ou alors un prolapsus rectal, on fait une rectopixie, c'est-à-dire accoler le rectum, le remonter à sa place. D'accord, voici la chirurgie. Rectocèle, prolapsus. C'est dans ces deux cas-là qu'on opère une constipation. Sinon, le recours à la chirurgie, il est rare. OK? Conclusion, il faut savoir, en matière de constipation, il faut savoir interroger le malade. Et poser, vous avez vu, c'est un sujet très tabou. La constipation, c'est matière fécale, c'est sale. Donc, c'est un sujet très, très délicat. Et vous parlez avec qui? Avec un sujet âgé, une femme âgée. Et vous allez lui parler des matières fécales. C'est difficile. Et si elle vous voit rougir, elle va rougir. D'accord? Donc, il faut prendre... Et si un malade vient vous voir, il veut être traité. Il demande de l'aide. Donc, aucune... D'accord? Donc, c'est un sujet, c'est une souffrance. Et la constipation chronique, c'est une vraie souffrance. OK? Très bien. Donc, l'interrogatoire, c'est à la base d'une approche diagnostique efficace. Le toucher rectal, je vous ai dit, très important le toucher rectal. Déjà, par le toucher, on peut distinguer entre une constipation terminale et une constipation de transit.
D'accord? Il n'est pas utile de faire systématiquement tous les examens complémentaires. C'est on donne un traitement et on va voir, et au cas par cas, et on va sélectionner les malades qui ont besoin d'examens complémentaires, notamment la coloscopie. OK? Et bien sûr, il faut identifier le mécanisme physiopathologique. Ça va permettre d'orienter notre stratégie thérapeutique. Ce n'est pas n'importe quel laxatif qu'on va donner. D'accord? Et on a terminé. Il nous reste un dernier cours, très rapide. Il est très léger. Le dernier cours, c'est la pathologie proctologique. On fait une petite pause de 5 minutes. Non, 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 on n'a pas terminé. Il reste 4 minutes pour ce live. Il reste 4 minutes. Donc, après les 4 minutes, on va reprendre. D'accord? Une petite pause. Oui, oui, on va faire une petite pause de quelques minutes. Il nous reste un dernier cours. Il est très facile, très léger, un bon cours. D'accord? Vous n'allez pas vous ennuyer. Il ne dure pas très longtemps. OK? Donc, on fait une petite pause de 5 minutes. Alors, 5 minutes et on va reprendre. OK? مازال هسه بقى مازال باز برك تاع 2 minutes حق حبس لا كوميونيكاسيون هاو دوك مازال ينكو مازال انا نورمالمون نعرف وحدي بس 3 quarts d'heure